jeu politique, manipulation, trahison. Vous savez, c'est ma cam. Je sais pas encore si ça va être un coup de cœur. Ça avance toujours lentement mais sûrement. Vu la dinguerie qui vient de se passer, je suis comme... Je veux savoir la suite. Elle peut défoncer des ragondins, mais elle a peur de la pluie celle-là. Coucou tout le monde! Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog dédié à la lecture que vous aviez choisi dans le dernier book haul. Pour rappel, je fais une vidéo book haul tous les 2 mois en récapitulant tous les livres que j'ai achetés sur les 2 mois qui viennent de s'écouler et je vous demande de voter dans les commentaires pour le livre que je n'ai pas encore lu, que vous voulez absolument que je chronique dans un vlog dédié. Donc forcément, aujourd'hui, c'est le grand jour. On va découvrir ensemble La Cité de Jade de Fondali, qui est le premier tome de la trilogie Les Eaux Émeraudes. Vous l'avez compris, c'est le livre qui a remporté le plus de commentaires dans le dernier book haul. Une série d'urban fantasy d'inspiration asiatique. J'arrive pas à pointer le doigt encore si c'est d'inspiration chinoise, japonaise, coréenne. C'est peut-être un mélange d'un peu tout. Je suis à environ un tiers parce que oui, j'ai pas attendu de tourner cette intro pour démarrer ma lecture. Je suis au chapitre 10 à la page 206. En fait, pour tout vous dire, aujourd'hui on est samedi, je suis donc en week-end et j'ai démarré cette lecture il y a quelques jours à raison de 30 pages par jour environ, parce que forcément entre le travail, la canicule, je suis juste crevée et j'arrive pas à lire plus et surtout j'ai pas le temps de sortir la caméra pour vous parler. Et j'aurais dû tourner cette intro ce matin mais j'ai eu un peu la flemme, je vous avoue tout, j'avais juste envie de continuer ma lecture. Donc finalement j'ai bien avancé et je suis à un tiers du roman. L'intrigue a pour décor la ville de Janloon qui est la capitale de l'île de Kekon, je vous mets le nom ici, je suis pas sûre de la prononciation. En tout cas, dans cette ville, il y a 2 clans majeurs qui s'affrontent pour le contrôle de la ville et du jade, qui donne des pouvoirs un peu particuliers à ceux qui ont la capacité de le porter. Il y a donc d'un côté le clan de la montagne et de l'autre le clan des sans-cimes, c'est le clan qu'on va suivre. Et ces 2 clans principaux se respectaient jusqu'à il y a très peu de temps. En réalité, jusqu'à ce que les piliers respectifs de ces clans, les patriarches si vous voulez, soient remplacés. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez intéressant de savoir comment ont été remplacés ces 2 piliers. Ils ont chacun leur histoire. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que l'histoire de ces 2 clans est liée et l'histoire de chaque clan, c'est un peu un arbre généalogique d'une famille, si vous voulez. Donc évidemment, il y a des grosses histoires de business, de mafia, d'intimidation, de contrôle de cité, de contrôle de magie et par conséquent aussi de contrôle de drogue, mais il y a aussi des grosses histoires de famille et de manipulation. Forcément, vous le savez, moi j'adore ça. Bref, du fait que chaque clan ait bouleversé sa propre hiérarchie, la tension et les rivalités vont monter de plusieurs crans. Et nous, on va suivre ça principalement du point de vue du clan des sans-cimes. Et apparemment, tout va dégénérer lorsqu'une nouvelle drogue va s'installer sur le marché. Une drogue qui va permettre à absolument tout le monde de pouvoir manier le jade. Et ça, c'est pas du tout au goût des clans. Et on nous dit notamment à la fin du résumé, entre jeu politique, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. Voilà, forcément, jeu politique, manipulation, trahison. Vous savez, c'est ma cam, donc il y a de très fortes chances que j'apprécie énormément cette trilogie. En tout cas, pour ce que j'ai lu du premier tiers de ce premier tome, c'est plutôt sympa. Je sais pas encore si ça va être un coup de cœur, parce que, pour tout vous avouer, c'est quand même très introductif, mais sans l'être trop. On sent bien que l'autrice prend son temps pour installer les personnages, les relations, et on comprend très rapidement qu'on va suivre des personnages moralement gris. Elle nous expose aussi un historique des différentes familles, des différentes rivalités, sans que ce soit trop factuel non plus. Je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont elle amène tout ça. Son style d'écriture est vraiment sympa. Le seul problème que j'ai, entre guillemets, c'est le manque de personnages féminins. En tout cas, jusqu'à présent, je n'en ai rencontré que 2. Et même si elles sont vachement importantes pour l'intrigue, pour l'instant, on les voit très très peu. Par contre, je vous avoue que je suis déjà vachement attachée à la famille des Cole, qui est justement la famille qui dirige le clan des sans-cimes. Et j'ai très très hâte de voir comment ça va dégénérer et à quel point. Comment, je vois déjà à peu près, puisque ça a été un petit peu exposé dès cette introduction, mais on sent qu'il va y avoir quand même une escalade de la violence très très douce, mais sans retour possible en arrière. En tout cas, moi là, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner à ma lecture. J'ai donc terminé la première partie, puisque j'ai lu le premier interlude. Je démarre la seconde, et je pense que je viendrai vous voir après le deuxième interlude.
Ce serait à la page 362, donc à environ la moitié du roman. C'est faisable et j'aimerais beaucoup, alors peut-être le terminer ce week-end, même si c'est mal barré, mais au moins le terminer avant la fin du mois de juin. Bref, trêve de blabla, je retourne à ma lecture et on s'en reparle très vite. Ça va Ruby? Elle a peur. Oh là là. Ruby, viens là. Viens ma chérie, viens. Ruby, viens ma chérie, viens. Petit cœur terrifié. Ça promet, ça promet. Je m'arrête à la page 364 au chapitre 32. Et ça avance toujours lentement mais sûrement. Mais c'est un rythme que je trouve parfait. Parce que c'est pas trop lent non plus. C'est juste le rythme qu'il faut pour installer les choses, pour s'attacher au personnage et pour bien comprendre tout ce qui se passe. C'est vraiment, je pense, le rythme parfait. Je vous montre le livre alors qu'il n'y a pas la jaquette dessus, mais c'est bien La Cité de Jade. Je suis encore plus attachée au personnage que ce que je pensais, parce que vu la dinguerie qui vient de se passer, je suis comme... Je veux savoir la suite, je veux savoir si le personnage s'en est sorti ou pas, parce que oui, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé, et en fait j'ai juste envie de le continuer. J'aime énormément ce que je lis. Je suis toujours un peu frustrée qu'il y ait si peu de place pour les personnages féminins, mais en même temps ça fait sens. Et c'est soulevé par l'un des personnages féminins qu'on suit d'ailleurs. Elle dit bien qu'elle est l'une des seules femmes dans ce monde d'hommes, dans ce monde très patriarcal, dans ces clans très patriarcaux d'ailleurs. Et c'est en partie pour ça qu'elle hésite à se faire une place. C'est un personnage qui ne sait pas encore très bien qui elle est, qui elle veut être, parce qu'il y a une partie d'elle qui veut complètement s'affranchir de sa famille, de son clan, du Jade, et qui veut mener une vie normale, une vie de femme éduquée, une vie de femme indépendante. Mais il y a une autre partie d'elle qui veut vraiment faire partie de la vie de famille, de la vie du clan, et qui veut aider le clan à s'en sortir. Et tous les personnages ont leur petit questionnement de est-ce que je veux favoriser ma vie personnelle ou est-ce que je veux continuer à favoriser la vie du clan. Je trouve ça hyper intéressant, au-delà des enjeux politiques évidemment qui sont assez centraux. Oh, quel joli éclair! Et qui sont très très prenants. La violence escalade aussi, très lentement mais sûrement, et je trouve que c'est quand même très réaliste. Le temps passe, il s'est passé plusieurs mois depuis le début du tome 1, mais j'ai vraiment pas cette sensation du temps qui s'allonge, qui s'étire et de l'histoire qu'on traîne en longueur. Tout fait sens pour moi. Faut savoir que la fantaisie a une place assez minime puisque le côté magique c'est justement le Jade qui va le donner et il a son importance dans l'intrigue mais on le voit quand même assez peu au niveau de la magie. Mais je passe un super moment de lecture. On est dimanche, fin de journée. Je pense pas que je vais avancer plus que ça. Peut-être que j'arriverai à la page 400 avant d'aller me coucher. Mais bon, je me mets pas la pression non plus. Dans tous les cas,
très bon moment de lecture et j'ai hâte de continuer avec la troisième partie. Je sais pas s'il y aura une partie 4 ou pas. Oui, il y aura une partie 4. Enfin, c'est même pas déterminé par partie, mais comme il y a des interludes et que là, je viens de lire le deuxième interlude, le troisième interlude était la page 572, donc dans un petit peu plus de 200 pages. Clairement, j'y arriverai pas ce soir, sûrement demain ou mardi. Mais pour le moment, La Cité de Jade est une très bonne lecture. Sinon, pour poursuivre ce petit update de façon un peu plus personnelle, la Ruby qui est juste ici a tué un ragondin juste après qu'on ait fini de déjeuner. Il s'est aventuré sur le terrain, elle l'a vu, je lui ai dit de ne pas le choper, de le laisser tranquille, mais Ruby est une grosse défenseuse, une grosse protectrice et ça ne lui plaît pas quand il y a un autre animal qu'elle sur notre terrain, chez nous. Donc elle l'a pourchassé. C'est pas la première fois qu'elle pourchasse des animaux sauvages, mais d'habitude, ils fuient. Ils essaient pas de se défendre, ils fuient pour leur vie et ça fonctionne très bien. Elle n'arrive pas du tout à les rattraper et elle les laisse tomber. Le ragondin, lui, il a commencé à fuir et après il a fait demi-tour et il a voulu se défendre. Ils se sont battus pendant plusieurs minutes. Avec mon père, on a essayé de les séparer tant bien que mal, mais évidemment impossible. L'un comme l'autre était à fond sur la défense, voire l'attaque de l'autre. Et ça a fini que le ragondin a sauté sur Ruby, mais elle l'a chopé au passage. Et je vous passe les détails, mais en gros, on voit bien que maintenant Ruby est un chien considéré d'attaque. Voilà, elle en a fait un carnage. J'ai entendu les os craquer. Bref, je vous passe vraiment les détails, mais je suis un peu traumatisée. Et elle est très très fière d'elle. En même temps, je peux pas la gronder puisque c'est un chien de défense. Elle a fait son job en fait. C'est juste que moi je suis dégoûtée parce que le pauvre il avait rien fait quoi. Il était juste venu chercher à manger et il est tombé sur ce mastodonte. Je vous avoue que j'ai pleuré. Parce que quand je l'ai vu faire, évidemment c'était devant moi quoi et j'ai pleuré. Ceci dit, depuis ce temps-là, elle est super câline avec moi. Je pense qu'elle a compris que ça m'a pas trop plu. Et elle est super câline, elle arrête pas de me faire des câlins. Là elle est sur le canapé, elle est proche de moi, alors que d'habitude avec la chaleur qu'il fait, elle reste le plus loin possible de moi pour pas garder encore plus de chaleur. Et là elle a fait la sieste dans mes bras, on a fait le gros câlin. Je l'aime quand même, c'est ma chienne d'amour. Pas d'inquiétude, hein, elle n'a pas de morsure, je l'ai auscultée. Elle a rien. Je vais quand même surveiller dans les jours qui viennent si jamais il n'y a pas quelque chose, mais bon a priori il l'a pas touché. Et sinon, deuxième info, je me suis fait voler un reel sur Instagram par quelqu'un que je suis et que j'apprécie en plus. Donc ça me chiffonne un peu et en même temps ça me fait rire parce que je me dis bah c'est cool, ça veut dire que le contenu plaît si on me le pique entre guillemets. Je dis qu'on me le pique mais je suis absolument pas propriétaire de l'idée, je suis pas propriétaire du reel non plus. Chacun fait ce qu'il veut, chacun peut s'approprier à sa façon une idée, une thématique, mais bon, je pense que dans ce genre de cas, on peut dire qu'on a eu l'idée à travers telle personne, tel compte, tel contenu, et là malheureusement c'est pas le cas. Bon après je sais pas si c'est forcément qu'elle l'a volé sur mon compte, mais c'est un contenu que j'ai vu nulle part ailleurs, que j'ai sorti il y a environ 10 jours, qui met une semaine à être tourné, et qui est apparu aujourd'hui. Donc bon, voilà, un peu moyen. Et surtout un peu déçu parce que c'est un contenu que j'essaye de valoriser dans le sens où j'essaye de déculpabiliser les gens et moi-même par la même occasion, du fait qu'on n'est pas tous capables de lire 200, 300 pages par jour, qu'on a une vie en dehors de la lecture, qu'on a un travail, qu'on peut avoir des personnes à charge, qu'on peut juste ne pas avoir le temps ou l'espace mental de pouvoir lire. Et j'essaye de déculpabiliser en fait les gens via ce format de reel. Et là, c'est un peu tout le contraire qui se passe avec le contenu de cette personne et bon... Je trouve ça un peu dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut. On va pas mentir sur nos statistiques de lecture non plus. En tout cas, moi, je mens pas. Et je pense pas que cette personne mente non plus. Mais du coup, je vous avoue que je trouve ça un peu bizarre parce que c'est à l'opposé de l'image que je veux véhiculer à travers ce reel. On va fermer la fenêtre parce que là, il commence à nous pleuvoir dessus. Oh, ma Ruby, elle a peur, hein. Elle peut défoncer des ragondins, mais elle a peur de la pluie, celle-là. Hein. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt quand j'aurai avancé dans ma lecture.
Bon les amis, on est dimanche matin. J'ai terminé hier après-midi ma lecture de La Cité de Jade, le premier tome des Eaux Émeraudes par Fondali. Je dois vous dire que c'est un 5 étoiles. Objectivement, c'est la lecture parfaite. Par contre, c'est pas un coup de cœur. Je m'explique, j'ai vraiment tout adoré ici, que ce soit les personnages, l'intrigue, l'escalade de la violence, les machinations politiques, les enjeux qui sont au cœur vraiment de l'intrigue, la ville de Janloon, l'évolution des personnages, le système de magie, le style d'écriture de l'autrice, tout est parfait. Vraiment, ce livre est parfait, mais je crois que pour que ce soit un coup de cœur, il m'aurait fallu peut-être un petit peu plus de tension où moi, lectrice, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que là, la tension, elle y est, l'escalade de la violence, elle y est aussi, et on est là pour souffrir, clairement, mais ça reste quand même prévisible. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué pour que ce soit un coup de cœur, ce petit soupçon d'imprévisible. J'ai peut-être manqué un petit peu de surprise, autrement, c'est formidable. Je vous ai pas retrouvé après le deuxième interlude parce que j'étais à fond. Je vous avais dit que j'allais vous retrouver au troisième interlude, mais en fait il me restait une 50aine de pages, donc j'ai continué, j'étais à fond. Ce qui se passe après le deuxième interlude, où je vous avais dit il vient de se passer un truc de dingue et je veux savoir la suite, j'ai souffert. J'ai souffert parce que je ne voulais pas y croire et malheureusement c'est vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a pas de plot twist de oh mon dieu tu crois que c'est vrai mais en fait c'est pas vrai. Non, c'est bien vrai et j'ai eu du mal à m'en remettre. Comme quoi je vous dis je suis vraiment attachée à ces personnages alors qu'ils sont pas forcément attachants, ils sont pas adorables, ils sont juste hyper réalistes, hyper crédibles parce qu'ils ont tous leur part d'ombre, leurs questions existentielles, mais je les adore. J'adore ce clan des sans-cimes. J'aime tous les personnages, j'aime ces relations imparfaites de famille. J'ai adoré ces notions de respect et d'honneur qui sont vraiment aussi centrales dans l'intrigue de ce premier tome, mais aussi très certainement de toute la trilogie. Puisque s'il n'y avait pas ce sens du respect, ce sens de la famille et du devoir aussi poussé, clairement on ne serait pas arrivé là. Bref, j'ai vraiment adoré. Et ce que je vous disais par rapport aux personnages féminins qui sont un petit peu effacés, ça change à partir justement de ce qui se passe après le deuxième interlude. Ça change. Je peux pas vous dire pourquoi parce que ce serait vous dévoiler un élément quand même très important dans l'intrigue, mais ça change. Ça change et je pense que dans le tome 2 et dans le tome 3, ça va prendre encore plus d'ampleur puisqu'il y a plusieurs évolutions de personnages, notamment le personnage de Shay, qui est l'une des seules femmes d'importance du clan sans-cime, et qui va être amenée malgré elle à prendre un poste à responsabilité dans la hiérarchie du clan justement. Et je pense que même si elle est hyper qualifiée, hyper capable dans cette position, elle mérite d'aller encore plus haut. Je peux pas dire pourquoi, comment, tout ça, parce que ce serait spoilé, mais pour celles et ceux qui l'ont lu, Shay, elle est bien là où elle est, mais elle serait encore mieux en étant sur la position au-dessus. Et ça serait aussi hyper bénéfique au clan, d'autant plus que la personne qui tient cette position-là, elle sent elle-même qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas qualifiée, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas. Et j'ai vraiment hâte de voir avec la suite si justement il va y avoir un changement de position, un changement de hiérarchie, comment ça va évoluer, comment ça va impacter le clan, comment ça va impacter cette guerre des clans dans Janloon, puisque je vais vous l'afficher juste ici, mais le tome 2 s'intitule littéralement La guerre du jade. Donc ça va être encore plus explosif que dans ce premier tome. En tout cas, c'était incroyable. C'est lent, certes, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai adoré le style d'écriture de Fondali, j'ai adoré la façon qu'elle a de travailler ses personnages, la façon de décrire ce qui se passe dans leur tête. Je suis hyper attachée à eux. Comment ça se fait que moi, Olivia, je suis attachée à des personnages de mafia ? Je les adore, je veux déjà les retrouver. Et dernière petite précision, de par son style d'écriture, de sa façon d'immerger son lecteur dans l'intrigue, j'adore aussi la ville de Janloon. Comment ça se fait, moi qui suis une personne qui n'apprécie pas les zones urbaines, vous me donnez le choix entre la ville et la campagne, je vais aller à la campagne sans même me poser de questions. Comment ça se fait que j'adore la capitale de Janloon ? Vraiment, niveau immersion, 10 sur 10. J'étais à Janloon auprès du clan sans-cime, à me battre pour tenir mes positions, pour reconquérir certaines parties du territoire. À fond dedans. J'ai très hâte de continuer la série. Je pense pas que ce sera tout pour tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses dans ma palle qui restent prioritaires. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai au moins acheté, si ce n'est lu, le tome 2. Parce que c'était une régalade. Vraiment une lecture parfaite en tout point. Donc, je ne peux que vous recommander cette série. En tout cas, le premier tome, La Cité de Jade, absolument parfait.
Ah, et dernière petite précision, parce que j'en ai parlé dans l'intro et à la fin du premier tome, je me pose toujours la question. Et c'est en lisant les remerciements de Fondalier que je me suis dit, ok, je comprends pourquoi je suis toujours un peu pas très claire là-dessus. Je vous avais dit que le world building était vachement inspiré de la culture asiatique, mais que j'arrivais pas à pointer si c'était plutôt orienté Japon, Corée, Chine, que j'arrivais pas. Je vais vous dire pourquoi. Elle dit dans ses remerciements que la cité de Jade est en grande partie un mélange d'influences occidentales et orientales. Donc forcément, si c'est un mélange d'influences, ben c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à vous dire est-ce que c'est du Japon, est-ce que c'est de la Corée, est-ce que c'est de la Chine, est-ce que c'est autre chose. Ben c'est un mélange de tout finalement. Et du coup, je comprends mieux pourquoi j'étais un petit peu, pas forcément perdue, mais un petit peu perplexe quant à savoir si c'était vraiment inspiration japonaise ou pas, parce que je retrouvais un petit peu de tout finalement. Bah finalement, c'est normal. Bref, sur ces belles paroles, je vais vous laisser ici. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez-moi un emoji pistolet. Je suis quasi sûre qu'il y en a un. S'il n'y en a pas, laissez-moi un emoji dragon, puisque c'est littéralement ce qu'il y a sur la couverture ici. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, le samedi à 10 h comme d'habitude, pour une prochaine vidéo, et je vous dis bye bye!